êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, fin des dépôts des candidatures pour la présidentielle gabonaise du 26 août. Ils seront une quinzaine sur la ligne de départ. Au pouvoir depuis 14 ans, Ali Bongo Ondimba brigue un troisième mandat et nous parlerons de son bilan de ce dernier mandat avec l'économiste Maïs Mouissi, auteur d'un rapport sur le deuxième mandat du président gabonais. L'inquiétude persiste après l'annonce du départ de la MINUSMA du Mali prévue en fin décembre 2023. Réunion d'urgence des chefs d'État africains à Cotonou et à Abuja. Et nous parlerons du déplacement remarqué du chef des renseignements du Mali dans le nord Kidal. Les 105 millions d'euros de la discorde, c'est la part des investissements européens en Tunisie pour lutter contre la migration irrégulière qui font grincer des dents. Alors que le pays est en proie à une crise migratoire grave, la signature de cet accord a pourtant une portée symbolique, politique et politique forte. Ils sont une quinzaine en lice pour la présidentielle au Gabon, a défié le président Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis 2009, et qui brigue un troisième mandat. Face à lui, une opposition en ordre dispersé et une majorité en manque de cohésion. Reportage de nos correspondants à Libreville, Marcel Amoko, Ismaël Obiangze et Joël Tatou. Au siège du Centre gabonais des élections, Emmanuel Vemba, la cinquantaine, fait partie des novices en politique qui briguent la magistrature suprême. Cet enseignant de formation se présente comme le défenseur des intérêts de la société civile. La population gabonaise avait besoin d'une troisième voie, celle de la société civile, et elle nous a incité, elle nous a demandé de se présenter à cette élection et nous sommes confiants qu'elle va nous accompagner. Alors que certains candidats militent pour un renouvellement de la classe politique gabonaise, des batailles internes sont apparues au sein du parti au pouvoir, le PDG d'Ali Bongo Ondimba. Général de police à la retraite, Jean-Boniface Assélé a décidé de rompre avec la majorité présidentielle pour se présenter au nom du Centre des libéraux réformateurs. Je vais me positionner au centre des débats. Je ne serai ni du côté de la majorité, ni de celui de l'opposition. Je vais occuper le centre pour collecter les meilleures idées venant de tous. Division au sein de la majorité présidentielle, mais aussi dans l'opposition, qui a du mal à se ranger derrière un candidat unique, comme lors du scrutin présidentiel de 2016 avec Jean Ping. Mais avec des candidats comme Alexandre Barrot-Chambrier, du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, Paulette Missambo de l'Union nationale ou Thérèse Niembou du Parti du Réveil citoyen, elle conserve toutes ses chances, selon le politologue Arcel Moreau. Ce sera probablement plus le candidat de l'opposition ou l'acteur de l'opposition qui aura plus de popularité, qui risque de l'emporter, même s'il n'y a pas un consensus comme en 2016. Le Centre gabonais des élections a maintenant jusqu'au 26 juillet pour publier la liste définitive des candidats retenus pour l'élection présidentielle. Alors, pour aller plus loin, on retrouve Maïs Mouissi, économiste gabonais, auteur d'un rapport exhaustif intitulé « 105 promesses et 13 réalisations, le bilan du second septennat d'Ali Bongo Ondimba, 2016-2023 ». Merci Maïs Mouissi d'être notre invité sur le Journal de l'Afrique de France 24. Merci madame. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet de ce rapport, assez à charge, d'abord peut-être éclairer les spectateurs, est-ce que c'est d'abord une démarche politique ? Non, il n'y a pas de démarche politique. Je ne suis pas encarté politiquement dans un quelconque parti ou dans un quelconque mouvement. Par contre, c'est une démarche citoyenne, de citoyens qui estiment que l'action publique est une action d'intérêt général et en conséquence, c'est une action qui doit être évaluée au terme d'une mandature. Très bien, alors entrons dans le vif du sujet, si je puis dire, dans ce bilan. 105 promesses, 13 réalisations, donc le bilan est assez maigre. Le titre est assez éloquent et vous avez pris comme point de départ le manifeste qu'a émis le président Bongo à l'époque en 2016 pour la présidentielle. Et vous avez passé, si je puis dire, avec votre cabinet d'expertise à la moulinette. En tout, une vingtaine de personnes ont travaillé sur ce rapport. Une trentaine. Une trentaine en tout, voilà. Vous lui concédez d'abord une réalisation majeure, politique celle-ci, d'avoir assuré la stabilité politique du pays. Oui, c'est important. Et dans un environnement qui est de plus en plus perturbé, c'est important de reconnaître que le Gabon a conservé sa stabilité. Il y a eu quelques éléments qui auraient pu le perturber. Il y a eu une tentative de coup d'État. Mais le fait est que le Gabon demeure quand même un pays stable en Afrique centrale.
Alors, vous lui concédez ça, mais parlons à présent des promesses non tenues. 92, si je fais bien mes comptes. Quelles sont pour vous celles qui sont les plus dommageables du pays, ne serait-ce qu'à court terme? Pour moi, le principal des promesses qui sont les plus dommageables, c'est celles qui ont une portée sociale forte. Par exemple, lorsque le président de la République dit « Je vais raccorder 100 000 nouveaux Gabonais à l'eau », et qu'au moment où je parle, à Libreville, on n'a pas l'eau en continu dans les robinets, dans tous les quartiers de la ville, ça, c'est un problème. Lorsque le président dit qu'il va régler le problème de l'électricité et que la compagnie nationale d'électricité est quasiment en faillite, ça, c'est un problème. Les problèmes d'infrastructure. Lorsque le président dit « je vais sécuriser la ligne de chemin de fer, je vais mener à terme les travaux pour qu'elle soit fonctionnelle tout le temps » et que la ligne, par exemple, sur le premier semestre 2021, c'est un accident ferroviaire par mois, ça c'est un problème. Parce que ce sont des éléments qui impactent directement la vie des Gabonais et qui, s'ils avaient été réalisés, auraient permis au pays et aux citoyens de faire quand même des progrès importants. Alors comment vous expliquez justement que certaines des promesses dont vous parlez, d'ailleurs, qui auraient pu être réalisées ou qui auraient dû l'être, je ne sais pas comment dire, n'ont pas été? Qu'est-ce qui a été Nous avons au Gabon un problème de gouvernance. C'est la façon dont les affaires de l'État sont conduites. Deuxièmement, il y a une absence totale de culture du résultat. C'est-à-dire, on n'évalue pas, on ne sanctionne pas assez. Et donc, in fine, on a des responsables publics qui, en réalité, sont plus spécialistes du culte de la personnalité que de la responsabilité publique dont ils ont la charge et dont ils sont dépositaires. En partie. Après, il y a d'autres choses que l'on peut évoquer, mais je pense que la gouvernance, la transparence, la gestion orthodoxe des finances publiques, mettre fin à la corruption, à la concussion, au détournement des finances publiques, c'est un premier pas pour aller dans le bon sens. D'accord, mais peut-être qu'on pourrait aussi vous rétorquer que ces promesses-là, les 105 promesses, donc le manifeste du président, étaient une ambition, pas à prendre au pied de la lettre, peut-être. Si ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, il ne faut pas se présenter. Parce que lorsqu'on présente un programme, c'est l'ambition effectivement qu'on porte. Dès lors que des suffrages se sont reportés là-dessus, nous avons une obligation de conduire ces résultats parce que c'est le contrat de confiance avec le peuple gabonais. Donc on ne peut pas se cacher derrière des superfuges de cette façon pour justifier l'échec. Ce que je peux entendre, c'est qu'on peut ne pas tout réaliser. Oui. Mais lorsqu'on réalise 12%, et 13 promesses sur 105, il y a manifestement des problèmes en lien avec la gouvernance qu'il faut soulever. Est-ce que vous pensez que l'opposition, telle qu'elle est aujourd'hui, en tout cas on a les candidatures ont été déposées, est-ce qu'elle est à même de gagner face à Ali Bongo Ondimba? Je pense que c'est aux Gabonais de décider. Les Gabonais font leur choix. Nous, on éclaire leur choix par notre rapport. Nous ne donnons aucune consigne de vote. Nous estimons que les Gabonais sont assez matures et ils sont assez conscients de leur réalité du quotidien. L'opposition fait la politique qu'elle veut, elle s'unit si elle le souhaite, pareil d'ailleurs pour la majorité. Aux Gabonais d'arbitrer cela. Nous disons, lorsqu'on est dépositaire de l'autorité publique, y compris qu'on est opposant, un maire opposant doit effectivement rendre les comptes, tout comme un maire de la majorité. Et c'est ce vers quoi nous voulons conduire l'action publique aujourd'hui. Mais quand vous dites vous, nous, vous pensez à qui? Les citoyens gabonais, les personnes qui ont participé à ce rapport, la jeunesse gabonaise, j'ai une trentaine d'années, j'estime que les décisions politiques qui se prennent dans mon pays ont un impact sur mon futur et celui de mes enfants. Et donc, en conséquence, on attend aujourd'hui que les citoyens soient engagés et demandent des comptes à chaque fois que 1 centime d'argent public est dépensé parce que, voyez-vous, madame, l'argent public, c'est le contribuable et donc chacun de nous qui contribuons à pouvoir créer cette cagnotte et il faut faire en sorte qu'elle soit bien utilisée. Oui, bien sûr. Il faudrait qu'elle soit bien utilisée, mais parmi les promesses et les priorités, il y a la question d'une des meilleures conditions de vie, justement, 25 promesses qui étaient tenues. Et là encore, le bilan n'est pas glorieux, c'est ce que vous dites dans le rapport. C'est ce que nous constatons, parce qu'en réalité, ce rapport n'a pas été fait ex nihilo. À la différence de tout ce qu'on a vu jusque-là dans notre pays, ce sont des gens qui sont allés sur le terrain, qui sont allés faire des contrôles sur place, sur pièce, des interviews avec les parties prenantes, qui sont allés photographier les sites. Lorsqu'on dit on va faire une école à cet endroit, nous sommes vraiment allés sur place, on a photographié le site, on a échangé avec les parties prenantes, parfois avec les ouvriers qu'on les trouvait sur les chantiers. Et donc, le fait est que sur toute la partie infrastructure, il y a eu des manquements importants, y compris parfois dans la conduite et le suivi de projets, que nous estimons qu'en 2023, nous ne pouvons plus accepter compte tenu de l'impact sur nos vies et la vie des citoyens gabonais en général. Oui,
Bien sûr. On vous entend. Merci beaucoup, Maïs Mouissi, d'être venu sur le plateau du Journal de l'Afrique. Alors, je renvoie à votre rapport qui est disponible, qui est gratuit. Absolument. Et accessible à tous sur Internet. 105 promesses, 13 réalisations, le bilan du second septennat d'Ali Bongo Ondimba. Merci beaucoup d'être venu sur France 24. On passe à la RDC où au moins 11 personnes ont été retrouvées mortes dimanche dans l'est du pays. Sur place, la population accuse les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, selon les experts de l'ONU, et qui se sont emparés de vastes parties du territoire de la province du Nord Kivu. Malgré le déploiement de la force régionale, des processus de paix et les affrontements sporadiques sont régulièrement signalés entre les rebelles du M23 et les groupes armés locaux. Les précisions d'Aurélie Bazara Kibangula. La découverte a eu lieu à Bukombo, dans le territoire de Rutshuru, à une centaine de kilomètres de Goma, la capitale du Nord Kivu. Selon plusieurs témoins sur place, au moins 11 hommes ont été retrouvés morts, tués à l'arme blanche ou par balle. Pour l'armée congolaise comme pour la société civile, c'est le M23 qui est responsable de cette nouvelle tuerie. Ils expliquent que les rebelles seraient partis de la zone avec ces hommes et qu'ils les auraient obligés à transporter leurs bagages. Une fois arrivés à Bukombo Centre, ils les auraient tués. Nous demandons surtout l'implication de toutes les instances internationales et nationales. Et surtout éviter la passivité de la FARDC, même du gouvernement congolais qui croit toujours à la bonne foi de l'EAC, alors que les populations civiles sont abandonnées entièrement par la FARDC qui a cette mission régalienne de pouvoir protéger les civils. Et donc nous demandons les enquêtes, que les instances internationales indépendantes puissent diligenter les enquêtes. L'un des porte-parole rebelles nous a affirmé que le M23 n'est pas responsable de ce massacre, affirmant que Bukombo est sous le contrôle de la force régionale est-africaine. Selon le M23, ces hommes découverts morts ne sont pas des civils, mais des combattants appelés patriotes, un groupe armé local. La force régionale est-africaine déployée dans l'est du pays a d'ailleurs annoncé qu'une mission de vérification dans la zone sera déployée dans les prochains jours pour tenter de faire la lumière sur ce drame. Depuis plusieurs semaines, des affrontements y sont régulièrement signalés entre les rebelles du M23 et des groupes armés locaux, malgré un cessez-le-feu qui avait été décrété. Le FNDC a décidé de remobiliser la rue guinéenne. Le Front national pour la défense de la Constitution avait suspendu les manifestations après la libération de ses leaders pour tenter de donner une chance au dialogue, un dialogue entre les différents partis qui peinent à se mettre en place. Les détails avec notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Cette trêve des principaux partis politiques, organisations de la société civile et syndicats du pays risque de voler en éclats à tout moment. Le Front national pour la défense de la Constitution, à la tête du mouvement de contestation contre la gestion de la transition militaire, avait décidé de suspendre partiellement ces manifestations de rue pour donner, je cite, une chance à la médiation des religieux et au retour des pèlerins. Le FNDC et plusieurs autres organisations de la société civile qui soupçonnent les militaires de vouloir confisquer le pouvoir exige la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif et la levée de l'interdiction des manifestations de rue. Selon ses opposants, la rue reste le seul moyen d'expression. Il n'y a pas un autre moyen. Il y a eu des plaidoyers, il y a eu des conseils, il y a eu des propositions. Le CNRD est dans la logique de confisquer le pouvoir. C'est ce qui fait au jour d'aujourd'hui, personne ne peut dire à quelle date on organise quelle élection. Mais pour plusieurs leaders d'opinion, le dialogue doit être privilégié. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer entre les Guinéens parce que nous ne sommes pas des ennemis. À toutes les parties, que ce soit les leaders d'opinion, que ce soit les hommes religieux, que ce soit les politiciens et que ce soit la société civile, nous devons nous asseoir sur la même table. Parlons entre nous les Guinéens. Depuis mai dernier, les autorités guinéennes ont interdit toute manifestation sur la voie publique. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, depuis la prise du pouvoir par les militaires, les affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants ont déjà fait une dizaine de morts. L'inquiétude persiste après le départ annoncé de la MINUSMA du Mali. Des chefs d'État africains se sont rencontrés ce lundi à Cotonou et ce sera mardi à Abuja pour parler notamment d'insécurité dans la sous-région. Et de son côté, le chef des services de renseignement du Mali s'est rendu dimanche dans la ville de Kidal au nord. Serge Daniel.
De sources proches des deux parties, les discussions à Kidal ont été franches. Le colonel Modibo Koné, le patron des services de renseignement du Mali, a déclaré à ses hôtes que le gouvernement entend choisir l'option négociation, dialogue pour aboutir à un processus de paix dans le nord du Mali. De leur côté, les ex-rebelles ont pris la parole pour dire oui, nous voulons également la même chose, mais c'est la faute du gouvernement si nous n'avons pas jusque-là un consensus. Et ils ont, les ex-rebelles qui contrôlent Kidal, ont donc fait des propositions. On n'a pas les détails de toutes les propositions, mais l'idée est de relancer le processus de paix, surtout qu'il y a inquiétude après l'annonce du prochain départ de la mission de l'ONU du nord du Mali. Cette situation inquiète à Bamako, mais elle inquiète également dans la sous-région. Par exemple, 3 chefs d'État, les chefs d'État du Niger, de la Guinée-Bissau et du Bénin se rencontrent ce lundi à Cotonou pour évoquer ce sujet, notamment les problèmes de sécurité. Et demain, le lendemain, mardi, ils iront tous 3 à Abuja rencontrer cette fois-ci le président du Nigeria, comme on le sait, qui est le nouveau président en exercice de la CEDEAO, pour parler là également de paix dans le nord du Mali après le départ de la MINUSMA, de paix également dans la zone sécuritaire, dans une zone sécuritaire dans le Sahel, pour savoir ce qu'il faut faire, ce que la CEDEAO peut faire pour aider à résoudre ces crises. On passe à cet accord entre la Tunisie et l'Union européenne qui crée la polémique. Sur les 900 millions d'euros investis, 105 millions le sont pour lutter contre la migration irrégulière, et ce qui crée la polémique sur place alors que le pays fait face à une grave crise migratoire. Notre correspondante Lilia Blaise nous explique pourquoi. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était accompagnée du Premier ministre néerlandais Mark Rutte et de son homologue italienne Giorgia Meloni, qui a déclaré que cet accord signé avec la Tunisie servirait de modèle pour inaugurer de nouvelles relations avec l'Afrique du Nord. Alors cet accord prévoit une aide macrofinancière de 900 millions d'euros, mais qui est conditionnée par l'aboutissement d'un accord avec le Fonds monétaire international. La Tunisie est en négociation depuis plus d'1 an avec le bailleur pour un accord de 2 milliards de dollars, mais pour l'instant, ces négociations sont à l'arrêt. Il y aura également un appui budgétaire de 150 millions d'euros octroyé à la Tunisie pour son budget, car la Tunisie fait face actuellement à un fort endettement, mais aussi à un grand manque de liquidité. C'est surtout les 105 millions d'euros octroyés pour lutter contre la migration irrégulière qui intéresse de près la société civile en Tunisie. Cette aide qui doit s'accompagner aussi de livraison d'équipements d'ici la fin de l'été, notamment des radars, des bateaux, mais aussi des véhicules pour mieux contrôler les frontières, est vue d'un très mauvais œil par la société civile tunisienne, notamment parce que la Tunisie a répété à plusieurs reprises ne pas vouloir être le garde-frontière de l'Europe, mais aussi à cause du mauvais traitement réservé aux subsahariens en Tunisie. On a pu le voir notamment dans les violences de ces dernières semaines à l'encontre de migrants subsahariens à l'est du pays, à Sfax. Ce lundi marque la fin du corridor maritime céréalier en Ukraine qui a permis de fournir les pays africains en blé, ce qui pourrait être un désastre pour de nombreux pays. Plusieurs ONG alertent sur les risques de pénurie et d'explosion des prix. Camille Nedelec. À quelques heures seulement avant l'expiration de l'accord, le dernier navire transportant des céréales quitte l'Ukraine pour approvisionner des marchés comme la Somalie. Ce grossiste en blé est inquiet. Tous les Somaliens consomment du blé. Nous prions Dieu pour la paix en Ukraine et partout ailleurs, que toutes les guerres s'arrêtent et nous espérons que les voies d'approvisionnement en céréales resteront ouvertes si Dieu le veut. Conclu en juillet 2022 et renouvelé 3 fois, l'accord a permis aux agences humanitaires de nourrir les personnes les plus démunies. Après 3 années de sécheresse, la Somalie a reçu 84 tonnes de blé l'année dernière, presque 3 fois plus qu'en 2021. La quasi-totalité de son blé est de provenance russe ou ukrainienne et le pays pourrait être particulièrement touché par une suspension. Des centaines de millions de personnes souffrent de la faim et les consommateurs sont confrontés à une crise mondiale du coût de la vie. Ce sont eux qui en paieront le prix. Au Nigeria, l'un des bénéficiaires africains de cet accord céréalier, les inquiétudes sont grandes. Samedi, la plus grande économie du continent a déclaré un état d'urgence alimentaire. L'Association des boulangers du pays a averti la semaine dernière que les prix du pain augmenteraient de 15%, une hausse qui obligera certaines familles à renoncer au pain.
C'est ainsi que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier de Libreville à Kidal en passant par Conakry. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.